Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre nouveau podcast du magazine Programmé. Hem, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Go et notamment, des mécaniques internes de Go, parce que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu, et c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus. Si vous n'avez pas vu, le State of Go, de la dernière FOSDEM, je vous invite à aller la consulter en vidéo, sur le site FOSDEM parce qu'il y a des éléments aussi de réponse, sur les dernières versions et c'est toujours utile, d'avoir un état des lieux complet. Et pour parler, de la mécanique interne de Go et de Go en général, on accueille, Thierry. Thierry, bonjour à toi. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Thierry Fournier. Aujourd'hui, je suis lead technique dans une équipe qui développe une plateforme SaaS, entre autres orientée GRC. Avant ça, j'ai monté une start-up, basée sur des problématiques de cybersécurité. Et j'ai aussi passé un petit paquet d'années chez HAProxy, où j'ai entre autres intégré dans HAProxy, pour les connaisseurs, le LUA, les maps, les variables. En résumé, je dirais que mon truc, c'est tout ce qui est infra, système critique, performance. Et dernièrement, c'est il y a quelques années, j'ai développé un intérêt pour Go. J'aime bien ce langage, il a un Mmh. paradigme assez particulier. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, en fait, pour tout expliquer un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent, je t'avais contacté effectivement il y a quelques semaines, parce que tu avais mis sur LinkedIn effectivement un post, qui était super intéressant, autour des Sego, et tout particulièrement, du GoMax Proc, qui permet effectivement de contrôler entre guillemets un petit peu les CPU et tout ce qui est, lié aussi au parallélisme. Et tu notais effectivement un comportement pas forcément logique ou attendu tel qu'on pouvait l'espérer, ou en tout cas le croire. Donc ça, c'était un point, très intéressant et dernièrement, tu as fait un post toujours sur LinkedIn qu'on a d'ailleurs, repris en source et cité, dans un dern très récemment dans une actualité, autour de la structure en fait du runtime et qu'est-ce que contient un petit peu le runtime et donc in fine, les binaires Go et c'est vrai que c'est très, très intéressant et comme on se le disait un petit peu en préparant notre échange de ce jour, comprendre en fait les mécanismes internes de Go et notamment dans le runtime, c'est quelque chose de très important. Oui, complètement. Euh, J'aime beaucoup creuser et comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, c'est pour ça que je communique sur ces sujets. Comprendre les mécaniques de Go, ça permet de comprendre sur des systèmes qui commencent à atteindre les limites, pourquoi est-ce que ça marche pas. Sur le cas de Sego, c'est assez particulier. Le Go embarque en runtime. Parfois, Mmh. il veut communiquer avec des bibliothèques de fonctions qui ont été écrites en C ou dans d'autres langages, mais bon, qui respectent les standards. Et ces fonctions-là ne sont pas dans le runtime, donc Go doit faire des exceptions et c'est important de comprendre quelles vont être les exceptions qu'il va faire et en quoi ça va impacter son runtime. Et donc, pour comprendre ça, il faut creuser le cœur. Mmh. D'accord. Alors, le point effectivement de départ de nos échanges, c'était, le Go Max Proc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, Go, dans son runtime, euh, va essayer de s'approcher d'un modèle asynchrone. Aujourd'hui, on sait que les modèles asynchrones, c'est les modèles les plus efficaces pour consommer la CPU. On voit ça avec le succès de Node.js qui est entièrement asynchrone. Je sais Mmh. que Python a intégré également Ouais. Asyncio pour pouvoir Mmh. être asynchrone. Ouais. Go, il est basé sur des goroutines. Il n'a pas l'air asynchrone, mais en réalité, les goroutines, tout est asynchrone à l'intérieur. Go ne bloque jamais. Il bloque très peu. Et il répartit donc tous ses process asynchrones sur un certain nombre de threads système. Et il s'occupe de ça tout seul, entièrement, avec le runtime. Donc, maintenant que j'ai posé les bases sur ce que fait Go, je ne me rappelle plus de ta question. Hem
Notre échange initial, donc c'était les Gomax Proc. Oui, Et ce qui était intéressant, c'est que tu parlais des threads et tu parlais des cœurs, en fait. oui, oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est traité au même niveau par cette commande ou par Sego? Ou est-ce qu'il faut qu'on découple les deux notions? C'est très fortement couplé, mais ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Ce que fait le Go Max Proc, c'est de dire, au runtime Go, tu vas être exécuté sur un environnement avec tant de processeurs. C'est par défaut, il va détecter le nombre de processeurs qu'il y a sur la machine, hein. Mhm, On a 20 cœurs, 30 cœurs, il va détecter, il va se dire, OK, j'ai 30 cœurs disponibles pour travailler. Mais aujourd'hui, dans des environnements contraints, pas comme typiquement Kubernetes, on est dans des containers et le mhm, container va être configuré pour positionner ces groupes qui vont dire, on utilise un cœur ou deux cœurs, tu n'en utilises pas plus. Le Go Max Prop permet de donner cette contrainte à Go qui ne peut pas deviner autrement qu'en déclaratif. Donc, il me semble qu'il y a une bibliothèque qui est capable de deviner ça, mais je n'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas testé. mhm. D'accord. Donc, ouais. Oui. Euh, non, je te laisse finir parce qu'après, après, on va repréciser effectivement un point encore plus bizarre. Ah, très bien. Donc, ce que fait Go, c'est qu'il va essayer de ne pas faire fonctionner plus de deux CPU en même temps. Donc, il répartit ses Go routines sur des threads. Donc, ça, c'est des threads Mhm, système. Et à chaque thread, il va donner un token d'exécution. Ce token correspond à un processeur. Voilà. Donc, si le thread mhm, possède le token d'exécution du processeur, s'il y en a deux, ça sera le 0, mhm, ça sera le 1. À ce moment-là, il mhm, accepte d'exécuter, sinon il n'exécute pas. C'est comme ça que Go garantit qu'on mhm. n'utilisera pas plus de deux CPU. D'accord. Alors, je vais être naïf dans la question. Si par exemple, je donne au Gomax Proc une valeur de 4, donc là, je comprends que je ne vais pas utiliser plus de 4 cœurs. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, c'est vrai tout le temps, sauf quand on utilise Sego. Tout simplement parce que quand on utilise Sego, euh, le token d'exécution du processeur a été rendu au runtime. C'est-à-dire qu'au moment où Go va démarrer sa fonction Sego, il va dire, OK, là, je rentre dans un système que je ne maîtrise plus, je ne peux plus interrompre l'exécution, je ne peux plus faire de préemption, et je n'aurai plus comment dire, de yield. Je trouve que c'est la terminologie Mhm. Java, mais ça fonctionne très bien. Mhm. Je n'aurai plus de yield. Donc, je rends le token. Ce processeur est libre, faites ce que vous voulez, et puis le Sego advienne que pourra, hein. S'il fonctionne bien, qu'il est rapide, tant mieux, et Mhm. s'il fonctionne mal, qu'il est très lent, mais ça consommera plus de CPU que la CPU demandée. Ouais, donc là, en fait, que tu dis, alors ça, c'est super intéressant, c'est que par design, en fait, le Sego bypass, en fait, à la limite que tu donnes dans le Go Max Proc. Oui, complètement. Il y a, rien à ajouter. Le Sego bypass ça. C'est un choix interne du runtime Go, hein. C'est un Mhm. choix des développeurs Go. C'est le Sego, on ne peut pas le maîtriser. C'est pas Mhm. fait pour ça. Il n'est pas compilé avec les mécaniques qui le rendent compatible avec le runtime. Donc, comme on ne peut pas le maîtriser, ben, on le laisse faire ce qu'il a à faire et c'est au développeur de savoir exactement ce qu'il veut faire. D'accord. Et est-ce que par ton expérience ou par des tests, tu as constaté des blocages ou une utilisation énorme de ressources à cause de ce bypass? Non, Non? non, j'ai jamais constaté parce que je n'utilise pas Sego. Je l'utilise extrêmement peu pour typiquement pour la SQLite où les bindings sont en Sego et les requêtes sont rapides et en fait ça ne détonne pas sur la prod. Ce qui se passe, c'est que ce projet SQLite, tout simplement, c'est pour des tests, il part pas en prod. Donc non, je Mhm. n'ai pas constaté de problème avec. Mais on peut les mettre assez facilement en évidence, ces problèmes-là. Mhm. Et D'accord. Donc, en fait, en théorie, on ne peut pas écrouler en fait sa stack Go ou Sego si effectivement on a eu une exploitation exponentielle à des cœurs. euh, elle continuera de fonctionner, elle fonctionnera mal, tout D'accord, simplement. d'accord.
D'accord, d'accord. Heu, OK. En fait, c'est le Sego qui va, prendre les ressources qu'il lui faut si j'ai 20-30, go go routines qui doivent être exécutées, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. La base d'exécution, ça reste un thread system. Donc, c'est le Mmh, système qui va, qui va scheduler son thread. Il va dire, bah, toi, mmh, tu te mets sur telle CPU, toi, tu te mets sur tel mmh, autre. Le deuxième niveau de contrôle, c'est mmh. celui du runtime Go qui va distribuer ses Go routines sur des threads. Quand on D'accord. utilise du Sego, on a tout simplement un thread qui va être monopolisé par le système pour exécuter Mmh. du C. Enfin, oui, du C. Ouais, d'accord et par contre, qui va jouer le rôle de scheduler? C'est le scheduler système ou c'est le scheduler, entre guillemets, de Go? Les deux. Les 2. Le D'accord. scheduler système, lui, donc, va gérer ses threads. Il va donner sa Mmh, priorité. Il va faire son context switch sur les mmh, threads en fonction de sa charge, des process mmh, qui tournent. Et le Go, à l'intérieur de ses threads, quand il aura la main, lui, il va scheduler ses Go routines. Voilà. Et d'accord. pour la partie Sego, lui ne schedule plus rien du tout. Il attend juste que ça termine. Mmh. D'accord. Hem, mais est-ce que tu as un avis, toi, sur ce design, effectivement assez particulier au bout du compte? Ou est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu peux nous citer? Alors, pour les bonnes pratiques, le mieux, c'est d'essayer d'éviter Sego. Voilà. C'est à éviter. Ça peut poser des problèmes. Mmh, Et est-ce que j'ai un avis sur le design? Non, je constate qu'il est pragmatique, c'est tout. C'est-à-dire, on ne peut mmh, pas faire autrement. Il n'y a pas mmh, moyen de contrôler mmh, quelque chose qui n'est pas ouais, contrôlable. mmh, Lors- d'accord. le- Mmh, lorsque le compilateur Go compile le code, donc en Go, on va trouver des mutex, on va trouver des chan et on va trouver des primitives bloquantes comme un slip ou des choses comme ça. mmh mh, En réalité, le code positionne des yields à tous ces endroits-là. Il dit, bah, écoute, maintenant tu vas te retrouver mmh, bloqué, donc on rend la main au runtime, il pourra faire autre chose. Et ces yields, on ne mmh, peut pas les avoir dans le Sego, il n'est pas prévu mmh, pour. Donc, d'accord. c'est Mmh, pragmatique. mmh, d'accord et c'est facile à tuner tout ça? Oui, ça Ouais. c'est l'intérêt principal du Go. Le paradigme de Go, c'est je suis fait pour fonctionner d'une certaine manière. Si ton programme, si ce que tu veux faire correspond à cette manière, tu n'auras aucun problème, tout ira bien. Personnellement, j'ai jamais dû toucher les paramètres du garbage collector et de toute façon, il n'y en a qu'un seul. Euh, En revanche, si on sort de ce que Go est bon pour faire, bah, c'est simplement qu'il ne faut pas utiliser Go. Mmh, d'accord. Donc sur le tuning Sego, bah, il n'y a rien à tuner. Il faut simplement savoir au moment du développement que cette fonction qui est appelée dans Sego, eh bien, le développeur doit savoir qu'elle va échapper au contrôle du runtime. Il doit estimer son temps d'exécution, il doit estimer sa capacité à bloquer et donc comprendre l'impact. Là, on est dans une partie un petit peu complexe, hein. Mmh, Pour le reste de la configuration du runtime, on va avoir le Go Max Proc. mmh, Le Go Max Proc, il est facile à tuner, hein. On met le nombre de CPU qu'on veut utiliser sur la machine ou le mmh, nombre de CPU auquel on nous a mmh, contraint dans un environnement containerisé. Et puis donc l'autre grosse mmh, partie du runtime, c'est le garbage collector. Et mmh, le garbage collector, il est configurable avec une mmh, seule variable, c'est le pourcentage de mémoire occupée à partir duquel on déclenche la collection. mmh, Voilà. d'accord. Donc c'est très simple. Mmh. Et sur la partie un petit peu, du nombre de corps de CPU que tu indiques dans le GoMax Proc, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut être très prudent? Est-ce qu'il faut être très large? Alors ça dépendra de l'application. Le Mmh. CPU, c'est une quantité c'est une capacité de compute parallèle par seconde, hein. Mmh mh. Et donc, si on fait une application qui fait énormément d'IO, comme bon, c'est pas mon exemple préféré, mais je pense à un reverse proxy. Si on fait un reverse proxy qui prend des requêtes en entrée, qui fait des requêtes en sortie, on a besoin de très peu de CPU parce que ça fait que des IO. Par Mmh. contre, si on fait une application de compute, des algorithmes complexes ou peut-être c'est pas un très bon exemple, mais de l'inférence IA, à ce moment-là, Mmh. bah, c'est peut-être mieux d'avoir plus de CPU. Mmh. D'accord. Mais du son, alors là encore, c'est vraiment une question bête de ma part. Même si
par exemple, j'ai une machine, à 32 cœurs, si je mets 32, il va s'adapter de lui-même? Oui, au démarrage, il détecte le nombre de cœurs D'accord, automatiquement, voilà. d'accord. Donc, il dira: «J'ai 32 cœurs, donc je peux avoir Ouais, jusqu'à 32 exécutions parallèles», et il d'accord, s'adapte. d'accord. Donc en fait, même si je mets 32 mais que j'ai en réalité du 12 ou 16 cœurs, il le détecte et puis après il s'adapte, hein? On est bien d'accord? Non, la Non? variable D'accord. d'environnement Go max proc, si on lui dit 32 alors qu'il y a que 12 cœurs, à ce moment-là, bah, il va démarrer, il va autoriser jusqu'à 32 fils d'exécution Mmh. parallèles sur 32 threads parallèles, D'accord. mais ça marchera mal parce que le système, il Ouais. pourra pas faire, Mmh. 32 exécutions parallèles. D'accord. D'accord, d'accord. OK. Ça, c'est bon à savoir, ça, tu vois? Et tu as vu déjà des erreurs comme ça, assez grossières, de cette config-là, Ouais, dans des codes? Ouais. pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y. Dans tous les environnements Kubernetes, hein, Ouais. généralement, on met d'ailleurs, moi-même sur mon projet actuel, on en parle, je me rends compte que j'ai pas Mmh. configuré le Go max proc sur l'environnement kube. Donc c'est Mmh. dans tous les environnements Ouais. Kubernetes, on voit ça et c'est dommage parce que ça crée un peu de contention. Le système Go est sur un très gros serveur avec 32, 64 cœurs. Mmh. Il se dit, tiens, j'ai la place, je vais pouvoir faire plein de choses en Mmh. parallèle. Et dans la pratique, il va être bloqué par les Mmh. C-groups, ce qui va créer énormément de contention. Donc, Mmh. c'est juste une variable d'environnement à ajouter et ça fluidifie le fonctionnement du programme. D'accord. Ah, après, faut être honnête, ces limites, on les voit que sur les programmes qui sont fortement sollicités. Donc, si une Ouais. petite Mmh. interface d'admin qui est utilisée tous les 32 du mois, Ouais. ça fera rien Mmh. du tout. Ouais. D'accord. Alors, on va aborder un petit bonus, on va dire, pour finir ce podcast. On parlait un petit peu au début, effectivement, du runtime Go, enfin, en tout cas, de ce qu'on contenait le binaire et le runtime, et donc, bah, la taille qu'on a au final. Ça, c'est intéressant parce que tu disais effectivement que, les binaires, ils sont plus gros parce que justement, ils contiennent pas mal de choses et notamment le runtime, en fait. Exactement. C'est, alors là, j'ai bien la tête dedans, là, je traite les commentaires sous le post. C'est, d'ailleurs, ce post sur LinkedIn, j'étais étonné, il a très, très bien marché, ça intéresse Mmh, énormément les gens apparemment, cette histoire de taille, de binaire et de compilation. mmh, Donc oui, c'est le choix des personnes qui ont fait Go, qui est de dire on fabrique un binaire compilé en statique et donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour qu'il fonctionne. Comme ça, c'est facile de le livrer. D'ailleurs, Go fait de la cross-compilation, c'est-à-dire mmh, dès qu'on installe l'environnement Go, on est capable sur un x86 de compiler pour un processeur ARM. Donc sur mon Linux, je fais une compile pour le Mac, enfin c'est plutôt l'inverse, ouais. sur le Mac, je Mmh, fais une compile pour Linux et ça fonctionne très très mmh, bien, tout est embarqué. mmh mh. Donc ce gros binaire, bah, il est gros tout simplement parce qu'il contient, tout le runtime de Go, plus, l'équivalent de la libc pour communiquer avec le kernel, Mmh, et certainement d'autres fonctionnalités de la lib standard de Go. mmh, Aujourd'hui, vu les capacités des machines, je veux dire, il faut rester pragmatique et se dire qu'un binaire qui fait 10, 20, 30 mégas, bon, bah, c'est pas très contraignant mmh, non plus, mmh, ça passe. mmh. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à dire ça. Moi, je viens de l'électronique et Ouais. mes premiers programmes, c'était sur des microcontrôleurs avec 1 kilo de RAM, donc Bah, voilà, donc ouais, bah, ça, c'est comme nous quand on fait encore quelques projets sur de l'Arduino, Uno ouais, 3, on est effectivement extrêmement contraint par la mémoire évidemment, à ce totalement. niveau-là. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se rendent pas compte de l'intérêt de cette approche-là, alors oui, effectivement, comme tu dis, le binaire, il gagne en size, donc en poids. Par contre, effectivement, il est totalement indépendant. Totalement indépendant, c'est ça. Voilà, Il y a c'est il y ça. au il y aura des cas particuliers, Mmh, bien sûr, à traiter, bah, typiquement avec le Sego, hein. Si le Sego mmh, a besoin d'une bibliothèque, un point SO, bah, il sera plus dépendant. Mais, dans sa compilation par défaut, sans mmh, Sego et sans bibliothèque particulière, il sera mmh, totalement indépendant et mmh mh. c'est vraiment très, très appréciable. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est intéressant parce que, si par exemple, on prend l'exemple, d'applications Windows, qui s'appuient sur, une version de .NET, il faut que le .NET il soit installé sur l'OS.
Donc ça, c'est une contrainte effectivement externe. Donc ça veut dire que là, effectivement, on n'a pas de binaire qui va intégrer effectivement ce runtime-là. Donc on l'installe effectivement en plus. Là, effectivement, comme tu dis, l'avantage du binaire Go, c'est qu'on l'installe comme ça, sans installer, hormis quelques exceptions, on l'installe et c'est tout. C'est Et tout. ça, c'est voilà, et ça, c'est super pratique par contre. Ah oui, c'est fantastique, hein, pour tout ce qui est livraison, pour la partie Ops, hein. Donc aujourd'hui, sur la partie Ops, il y a quand même une énorme tendance à shipper les applications dans des containers Docker, hein, Mmh. et ça se comprend. La plupart des applications écrites en Node.js, en Python, ils ont besoin d'une version de Python très précise, Mmh. de plusieurs gigas de libs qui ont été Ouais. téléchargés. Faire cohabiter tout ça sur un système natif, c'est pas évident. Donc, Mmh. bon, on a inventé les containers, on met tout à l'intérieur et ça Mmh. marche. Ouais. Go, généralement, pas besoin des containers. Sur ma startup Sécu, j'avais pas mal de process livrés en Go. Ils étaient packagés dans un RPM, ça installe un binaire et c'est tout. Voilà, c'est très pratique. Mmh. D'accord, très, très bien. Et pour terminer, je crois que tu as aussi sorti un bouquin sur Go? Oui, donc bah, c'est un bouquin qui reprend un petit peu tous ces concepts, hein, donc tout ce qui est runtime, concurrence, optimisation. Mmh. Il devrait sortir, si tout va bien, en septembre, aux éditions Debooker, et Ah il fait d'accord, super. c'est un petit peu entre 500 et 600 Ouais. pages. Je Oh, découvre le monde de l'édition. Je pense oh. que l'éditrice va me demander de raccourcir. Je sais pas, on verra. Bah, c'est pas certain parce que, un de leurs derniers bouquins, je crois que c'était sur Python, c'est aussi un joli pavé, hein, ça je te confirme. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, voilà. Heu, En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont trouvé ça très intéressant. Et c'est toujours intéressant de revenir un petit peu aux bases, aux fondamentaux des langages et des runtimes parce qu'on les oublie beaucoup trop souvent. On est trop habitué effectivement à faire de l'abstraction de très haut niveau et on oublie un petit peu toutes ces bases qui finalement, nous permettent de mieux comprendre, comment fonctionne tel ou tel langage ou telle, pile technique et ça, c'est toujours intéressant, à ce niveau-là. Je te remercie beaucoup. On suivra avec attention la sortie de ton bouquin. On peut te suivre sur LinkedIn, bien évidemment. Et merci de nous avoir écoutés. Tous nos podcasts, PodDev sont disponibles sur votre lecteur podcast préféré et accessibles sur notre chaîne YouTube, évidemment, et sur programmer.com. Merci à toi Thierry, et une très bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée.